faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? De la vie humaine au temps des robots, on a trouvé une arme miracle pour le péage des autoroutes. Alors voilà, c'est tellement simple que nous avons un petit livret d'explications. Depuis que le péage existe, et le péage existait même dans la Rome antique, c'est la première fois que je vois qu'un péage a besoin d'un livret d'une vingtaine de pages pour vous expliquer à quel point il est simple. Jamais on avait eu besoin d'imprimer des livrets pour expliquer à quel point il est simple de payer un péage. Mais on vous explique tout de suite en ouverture. On vous dit « Adieu les barrières et vive la liberté ». Donc, vous dites « Ah, c'est bien ». Ça consiste à tout simplement photographier et lire votre numéro de plaque, et puis à vous facturer le trajet de diverses manières. Donc, chaque fois que l'appareil qui lit toutes les plaques qui passent, que vous ayez envie de payer ou non, chaque fois qu'il verra passer votre plaque, il va la reconnaître. Donc, vous voyez le nombre d'informations que vous donnez volontairement aux exploitants de cette autoroute sur vous. Vous avez 72 heures pour payer votre trajet. Sinon, si vous avez un du retard au paiement, si vous ne payez pas dans les 3 jours, votre trajet est majoré de 90 €. Et si vous ne payez pas dans le mois qui suit ou les 2 mois qui suivent, le trajet est majoré de 370 ou 380 €. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont rater ce paiement, qui vont pas comprendre, surtout les étrangers comme moi, et encore mieux les étrangers espagnols, britanniques, qui ne comprennent pas le français. Il n'y a pas une seule fois une inscription dans une autre langue que le français, qui ne vont même pas comprendre que cette autoroute est payante. Donc c'est un guet-apens. C'est tout simplement un guet-apens où, au lieu de vous faire payer 15 €, au lieu de vous faire payer 15 € votre trajet, en fait, on va vous le faire payer 90 plus 15, donc 105 €. Ou bien encore mieux, on va vous les faire payer dans les 400 €. Ça, c'est officiel. Envoyez cette espèce de synchronicité, cette espèce d'absence totale de mémoire. Je parle même pas de mémoire culturelle ou historique. Il n'y a même plus la mémoire réflexe, il n'y a même plus la mémoire coutumière chez les gens, qui consisterait à se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment plus simple ce qu'on m'explique là? Oui, c'est plus simple une fois que vous avez accepté le tatouage ou le puçage ou le badge, et que vous avez accompli les étapes qui mènent à ce tatouage. Voilà où nous en sommes avec cette arme miracle, le flux libre, qui consiste à résoudre un problème logistique, un problème économique, un problème financier, commercial, en vous donnant l'impression que vous allez être extraordinairement plus libre en ayant obéi aux consignes. Adieu les barrières, place au flux libre, vive la liberté. Et qui en fait, si vous ne suivez pas une procédure extraordinairement contraignante, technologique, impliquant de la reconnaissance optique de caractère, impliquant la prise en photo de votre véhicule, de sa plaque et probablement de votre visage, puisqu'il y a des espèces d'informations sur la protection de la vie privée, du droit à l'image, qui vous sont aussi données sur le bas-côté de la route, qui implique probablement une communication avec des satellites pour synchroniser tout ce système et savoir où vous vous trouvez et combien on doit vous facturer. Donc si vous ne vous pliez pas, si vous ne vous
vous vous pliez, disons, à cette procédure digne de la technologie spatiale, oui, ça devient très très simple une fois que vous êtes badgé, une fois que vous êtes tatoué, une fois que vous êtes référencé dans le système. Vous n'y pensez plus, votre compte est débité. Mais si vous ne vous y pliez pas, et encore mieux, si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit, eh bien, vous allez vous retrouver avec une amende salée sans même savoir d'où elle vient. Et ça, c'est le progrès. Et ça, c'est une arme miracle, c'est un outil de libération. Eh bien, j'ai trouvé que c'était une très belle analogie de ce système dans lequel nous sommes ensorcelés, attirés et ensorcelés. Tout cela relève d'une pensée complètement magique. Et ce qui est fascinant, c'est que l'immense majorité des gens entrent dans cette pensée magique sans même s'en rendre compte. Tout cela relève d'une pensée complètement magique. Et ce qui est fascinant, c'est que l'immense majorité des gens entrent dans cette pensée magique sans même s'en rendre compte. Écoutons le physicien Philippe Guillemant. Les transhumanistes ou les gens qui veulent nous emmener vers ce genre d'avenir ne font qu'entretenir des délires. Par contre, c'est dangereux ce qu'ils veulent faire parce que du fait qu'ils nous prennent comme pour des machines, ils vont par exemple nous pucer. Et le fait d'être pucé, que ce soit avec un QR code ou avec une puce sous la peau ou avec une bague ou n'importe quoi, c'est quelque chose de très dangereux parce que notre vie devient gérée par une intelligence artificielle et on peut plus faire ce qu'on veut parce qu'il y a cette intelligence qui interprète sans arrêt tout ce qu'on est en train de faire, qui est capable d'analyser notre comportement, qui va nous donner des conseils ou qui va nous obliger à faire des choses ou à respecter des règles. Et on finit par vivre dans un monde à la Orwell où il y a une totale déshumanisation. Et comment Bernays peut nous berner par le précepteur? Aujourd'hui, on va parler d'Edward Bernays. C'était un publicitaire américain né en Autriche. Il est mort en 1995 à l'âge de 103 ans. Et Bernays est considéré comme le père fondateur de la propagande politique et industrielle moderne. Il a mis au point de célèbres techniques de manipulation de l'opinion, des techniques qu'il a décrites dans l'un de ses ouvrages les plus connus, Propaganda, sous-titré « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Et si vous êtes du genre à combattre le complotisme, eh bien Bernays risque de vous mettre dans l'embarras. Parce que voilà un homme qui fait partie de la grande machine du pouvoir économique et qui fournit littéralement le mode d'emploi de la domination idéologique et de la manipulation de l'opinion en démocratie. L'idée même de pouvoir du peuple résonne ici comme une antithèse, puisque si le peuple n'obéit qu'à ses instincts, il n'obéit pas à ses intérêts, il n'obéit pas à sa raison. Donc la démocratie n'est pas le lieu du pouvoir du peuple, la démocratie c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'une démocratie, c'est une dictature mature, c'est une dictature aboutie, puisque c'est un régime dans lequel on va chercher à influencer plutôt qu'à imposer. Dans une société démocratique, c'est-à-dire dans une société où l'opinion du peuple n'est pas contrainte mais influencée, le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions. Il a l'impression de garder la main sur sa liberté. Eh bien, on va voir aujourd'hui en quoi l'art de la propagande d'Edward Bernays permet justement de maintenir le peuple dans la domination sans que ce peuple ne soit conscient d'être manipulé. Ce qui veut dire que pour comprendre la pensée de Bernays, il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts. Donc Bernays a été influencé par Freud, il a également été influencé par Gustave Le Bon, et notamment sa théorie sur la psychologie des foules. Et tout le travail de Bernays a consisté à mettre ses connaissances sur la psychologie sociale, ses connaissances sur le comportement des foules, au service des hommes politiques et des grands industriels, afin de leur permettre d'étendre leur pouvoir, d'étendre leur influence, et ainsi de faire fonctionner les rouages de la démocratie. Je vais vous proposer un petit florilège des performances de Bernays. On va commencer par l'un de ses premiers faits d'armes. C'était en 1917, en pleine Première Guerre mondiale en Europe. Bernays a aidé le président Wilson à préparer l'opinion publique américaine à une entrée en guerre. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'a été créée la célèbre affiche que vous avez tous déjà vu passer, l'affiche représentant l'oncle Sam, avec cette phrase « I want you »,
et qui a permis aux Américains de sortir de leur pacifisme, qui était alors l'opinion dominante, et de justifier l'entrée des États-Unis auprès des forces alliées. Quelques années plus tard, Bernays a lancé une campagne commerciale financée par l'industrie agroalimentaire pour promouvoir un petit déjeuner copieux sur la base de recommandations de médecins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bernays a commandé une étude auprès de médecins spécialisés dans la nutrition pour vanter les vertus d'un petit déjeuner copieux du point de vue de la santé, et il a ensuite transmis les résultats de cette étude à la presse, qui en a fait ses gros titres. Donc à partir de là, les ventes de bacon ont explosé, puisqu'une information parue dans la presse et soutenue par 4000 médecins, autrement dit soutenue par l'autorité scientifique, ne pouvait que convaincre les Américains de suivre ces nouvelles recommandations. Donc évidemment, ça a été le jackpot pour les producteurs de bacon, et l'un des premiers succès industriels d'Edward Bernays. Le troisième fait d'armes de Bernays, c'est l'un des plus connus car en même temps l'un des plus spectaculaires. Dans les années 20, Bernays a été mandaté par la firme de tabac Lucky Strike afin d'augmenter ses ventes. Et c'est là qu'il a mis au point une stratégie aussi perfide qu'efficace qui consistait à persuader les femmes de se mettre à fumer. À l'époque, les fumoirs étaient encore réservés aux hommes et les seules femmes qui fumaient étaient essentiellement les prostituées. Donc la stratégie de Bernays, c'était de modifier la perception, de modifier la représentation de la cigarette chez les femmes. Donc qu'a fait Bernays? Il a organisé une manifestation lors du dimanche de Pâques à New York en 1929, une manifestation composée de femmes qui étaient rémunérées pour défiler et qui arboraient une cigarette à la main, ainsi que des pancartes sur lesquelles il était écrit « Torche de la liberté ». Et ça, c'est quelque chose qui est absolument crucial si on veut comprendre la mécanique de la manipulation. C'est que le principe de la manipulation de l'opinion, c'est d'accoler à une pratique une représentation symbolique. C'est d'associer à un usage une signification qui va permettre de légitimer cet usage. Et donc à travers cette manifestation, la cigarette n'était plus vue comme un signe de vulgarité, elle était vue comme un symbole de conquête de l'émancipation. C'était de dire qu'une femme qui fumait était une femme qui se réappropriait sa liberté. Une femme qui fumait devenait une révolutionnaire. C'est beaucoup plus efficace parce qu'à ce moment-là, on ne s'adresse plus simplement à la raison, on s'adresse aux représentations inconscientes. On s'adresse aux symboles, aux archétypes, et on substitue à la fonction de l'objet sa représentation symbolique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit une femme qui fume, on ne se dit pas que ce qui en est à l'origine, c'est la stratégie de propagande de Bernays. On ne se dit pas que ce qui en est à l'origine, c'est une entreprise de manipulation. On se dit que les femmes fument comme les hommes fument, et que c'est tout simplement le signe d'une égalité conquise de haute lutte. Sauf que cette lutte était une mise en scène, et que les seuls bénéficiaires de l'opération ont été les firmes de tabac. Le génie de la manipulation des opinions, c'est de faire en sorte que l'opinion personnelle fasse oublier le but initial. Le but de Bernays, c'était d'augmenter les ventes de l'industrie du tabac. Et le cynisme de cette entreprise, c'est d'avoir transformé aux yeux de l'opinion une stratégie de manipulation collective en une conquête du progrès. La manipulation des opinions, c'est la stratégie qui consiste à faire passer pour un progrès objectif une manipulation de nos consciences individuelles. Le principe de la manipulation de l'opinion, c'est de faire naître et de consolider des représentations dans notre conscience pour rendre les individus complices et acteurs de leur domination. Parce que la manipulation, elle garde au chaud le sentiment de liberté. Agir sous l'effet d'une manipulation, c'est agir avec la croyance d'être libre. C'est agir par un élan spontané, par un élan intérieur. C'est agir sans se rendre compte que le principe de notre action a été influencé. C'est agir avec la conviction d'être libre. Alors en vrac, quelques techniques pour influencer l'opinion. Première technique, jouer sur les peurs. Parce que la peur permettra l'acceptation de mesures restrictives à l'égard des libertés individuelles. Et jouer sur les peurs est encore le meilleur moyen de tenir un peuple en respect. Deuxième technique, créer des clivages. Alors ça, c'est un petit peu une loi du genre sur la question des débats politiques, c'est-à-dire se positionner pour ou contre, sans possibilité de nuancer ou de proposer une position d'équilibre. Donc dans le cas par exemple d'une intervention militaire, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Dans le cas d'une proposition de loi, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est donc ce principe de la binarité qui peut très vite dériver en manichéisme et qui fait qu'on ne laisse aucune place à la pensée étant par définition subtile, et donc on va se positionner pour faire prévaloir notre appartenance à un camp. Troisième technique, poser un sujet en termes d'affrontement des valeurs.
Alors ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, justement parce qu'elle permet de constater à quel point nous sommes tous impliqués dans ce processus de la domination par les émotions. Et pour vous le montrer, je vais prendre un exemple volontairement polémique, justement pour vous montrer à quel point nous sommes domestiqués à réagir par l'émotion. Du point de vue idéologique, du point de vue des valeurs, il est possible de défendre la GPA au nom de l'égalité des droits, voire au nom du progrès. Mais maintenant, si on envisage la question sous l'angle économique, eh bien la GPA, c'est la mise en place d'une économie de la naissance. C'est la mise en place d'une marchandisation de la vie. Et donc si demain, un gouvernement démocratique voulait faire passer une loi autorisant la GPA, sous quel angle croyez-vous qu'il présentera les choses ? Est-ce qu'il les présentera sous l'angle de la marchandisation ou est-ce qu'il les présentera sous l'angle du droit à l'égalité ? Alors là, vous allez me dire, ouais mais c'est trop gros, c'est trop visible. Utiliser le joker idéologique de l'égalité des droits, ça ne pourra pas passer. Très bien. Mais la guerre en Irak au nom des droits de l'homme, la guerre en Syrie au nom de la démocratie, est-ce que ce n'était pas trop visible? Et pourtant, au nom de quoi a-t-on justifié ces interventions? Au nom de quoi a-t-on persuadé l'opinion publique de consentir à ces interventions? Au nom de quoi? La manipulation de l'opinion est une émanation de ce que Debord appelait la société du spectacle. C'est la société de la mise en scène généralisée et de l'exhibition émotionnelle. L'objectif, c'est de nous rendre consentants à ce que nous refuserions catégoriquement si on nous annonçait clairement la couleur. Nos démocraties sont devenues le théâtre de ce spectacle. Le spectacle du progrès, le spectacle de la liberté, le spectacle de l'égalité. Spectacle, étymologiquement, c'est ce que l'on montre. Et ce que l'on montre, c'est ce qu'il y a un intérêt à montrer. Nous avons le droit d'éprouver des émotions, mais nous avons le droit également de ne pas réserver nos émotions au spectacle, de ne pas réserver nos émotions à la scène médiatique de la manipulation. Dénoncer la manipulation par l'émotion, ce n'est pas dénoncer l'émotion, c'est dénoncer l'instrumentalisation de l'émotion. C'est dénoncer la prise en otage de nos consciences. C'est dénoncer les chaînes invisibles qui nous empêchent d'exercer notre discernement. Les chaînes invisibles qui nous empêchent d'exercer notre discernement. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.